Nouvelle choquante dans l'affaire Brian Walsh au Massachusetts. Je comprends d'après vos avocats que vous souhaitez changer votre plaidoyer. L'homme accusé du meurtre de sa femme plaide coupable, mais pas comme on l'imaginait. Que vous comprenez les conséquences de plaider coupable pour ces deux infractions. Inside, le crime présenté par Law and Crime avec Elizabeth Milner. L'affaire Brian Walsh défraie la chronique depuis des années. La sélection du jury devait débuter mardi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ont été choqués lorsqu'il a annoncé aujourd'hui qu'il plaide coupable. Vous comprenez que ce formulaire met par écrit ce que vous et moi venons tout juste de discuter à l'instant. En ce qui concerne votre volonté de renoncer à vos droits constitutionnels et légaux et de plaider coupable aux deux actes d'accusation. Oui, votre honneur. Au tribunal, Brian Walsh a plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation après avoir d'abord plaidé non coupable. Voyons comment cela s'est déroulé aujourd'hui. En tant que juge de la Cour supérieure du Massachusetts, j'ai appris de vos avocats que vous souhaitez plaider coupable pour les chefs d'accusation 002 et 003. Et avant que je puisse accepter ce changement de plaidoyer de culpabilité pour ces deux chefs d'accusation, je dois vous poser quelques questions. Pour m'assurer que votre décision de plaider coupable est prise volontairement et que vous comprenez les conséquences de plaider coupable à ces deux infractions. Si à un moment donné, au cours de cet échange, vous ne comprenez pas quelque chose que je vous dis, informez simplement vos avocats. Laissez-les consulter avec vous. Et de la même manière, si je ne comprends pas quelque chose que vous me dites, je demanderai des éclaircissements supplémentaires. Vous comprenez, monsieur? Oui, votre honneur. D'accord. Pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer votre nom complet, monsieur? Brian Walsh. Très bien. Monsieur Walsh, avez-vous du mal à parler ou comprendre l'anglais? Non, votre honneur. Quel âge avez-vous, monsieur? Je suis désolé, je n'ai pas entendu. Bien sûr, je vais essayer de parler dans ce micro. Quel âge avez-vous? 50. Et quelle est votre date de naissance exacte? Le 31 janvier 1975. Où êtes-vous né, monsieur? Boston. Êtes-vous marié? Oui. Avez-vous des enfants? Oui. Et quel âge ont-ils? 9, 6, et le mois prochain, Brian aura 5 ans. Jusqu'où êtes-vous allé à l'école? Université? Un peu d'université? Environ 1 an et demi ou 2 ans. Oui. Et où es-tu allé à l'école? Carnegie Mellon? Qu'est-ce que tu as étudié? Commerce et informatique. En tant qu'adulte, as-tu déjà eu un emploi à temps plein? J'ai déjà eu mes propres entreprises. Et dans quel genre d'entreprise? Principalement du conseil. D'accord. Je dois vous poser quelques questions personnelles. Je vais vous poser ces questions maintenant. Avez-vous déjà été traité par le passé pour des maladies ou troubles mentaux? Oui. Parlez-moi de... Dépression. Et savez-vous si vous avez autre chose que la dépression? C'était la principale chose. D'accord. Et savez-vous actuellement si vous souffrez de maladies ou de troubles mentaux, y compris la dépression? Non. Prenez-vous des médicaments? Non. Au cours des dernières 24 heures, avez-vous consommé des drogues, légales ou non? Non. Au cours des dernières 24 heures, avez-vous consommé de l'alcool ou des boissons alcoolisées? Non. Votre esprit est-il clair aujourd'hui? Oui. Expliquez-moi, monsieur, pourquoi êtes-vous ici? Je plaide coupable. Pour ces deux chefs d'accusation. Oui. Et vous comprenez que votre procès commence aujourd'hui sur le premier acte d'accusation. D'accord. À l'avocat de la défense, avez-vous eu des difficultés à parler avec votre cliente? Non, votre honneur. Et pensez-vous qu'il a compris les conseils que vous lui avez donnés? Pareil.
Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est la renonciation au droit. À la fin, je vous rendrai le formulaire que vous avez signé plus tôt aujourd'hui. Comprenez-vous, monsieur, qu'en plaidant coupable, vous renoncez à votre droit d'avoir un procès public, équitable et impartial? Pour chaque inculpation à laquelle vous plaidez coupable, préférez-vous un procès avec ou sans jury pour décider de votre culpabilité? Oui, votre honneur. Comprenez-vous qu'en allant en procès, vous n'auriez rien à prouver? Par exemple, vous n'auriez jamais à témoigner à la barre, vous n'auriez jamais à appeler de témoin. Aucun jury ne pourrait jamais vous en tenir rigueur si vous ne présentiez aucune preuve du tout. Au contraire, c'est le Commonwealth qui a la charge de la preuve. Vous êtes reconnu coupable de chaque infraction et de tous leurs éléments, hors de tout doute raisonnable. Comprenez-vous cela? Je comprends, oui. Vous avez le droit d'être jugé par un jury composé de 12 personnes choisies dans votre communauté et vous auriez le droit de participer à la sélection du jury. Vous ne pouvez être reconnu coupable que si les 12 jurés à l'unanimité sont convaincus de votre culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Vous pouvez aussi être jugé par un juge plutôt qu'un jury. Et encore une fois, la juge ne pourrait pas vous déclarer coupable à moins que le Commonwealth ne présente des preuves suffisantes pour la convaincre, au-delà de tout doute raisonnable, que vous êtes coupable de l'accusation. Comprenez-vous? Oui. Comprenez-vous que si vous alliez en procès, vous auriez le droit de confronter vos accusateurs ainsi que tout autre témoin pouvant témoigner contre vous, en les confrontant et en permettant à vos avocats de leur poser des questions? Oui, votre honneur. Et comprenez-vous que si vous alliez au procès, vous auriez le droit de faire venir vos propres témoins, de présenter vos propres preuves et, si vous le souhaitiez, même de témoigner en votre propre nom? Comprenez-vous cela? Oui, votre honneur. Comprenez-vous qu'en plaidant coupable aujourd'hui, vous renoncez à votre droit de poursuivre toute argumentation ou requête que vos avocats auraient pu présenter ou déposer en votre nom dans cette affaire? Cela peut inclure des demandes d'annulation et d'irrecevabilité, ainsi que votre droit de faire appel de toute décision ou ordonnance que le tribunal aurait déjà rendue dans cette affaire. Oui, votre honneur. Êtes-vous prête à renoncer à tous ces droits? Oui, votre honneur. Monsieur, j'ai transmis. J'ai demandé à l'agent du tribunal de vous remettre la renonciation au droit de la prévenue. Avez-vous déjà vu ce formulaire auparavant? Oui, votre honneur. Avez-vous lu ce document ou quelqu'un vous l'a-t-il lu? Oui, votre honneur, je l'ai lu. L'avez-vous vu avec vos avocats? Le comprenez-vous? Comprenez-vous le contenu du formulaire de renonciation? Oui, votre honneur. Vous comprenez que ce formulaire énonce par écrit ce dont nous venons de discuter à l'instant, vous et moi, concernant votre souhait de renoncer à vos droits et de plaider coupable aux 2 actes d'accusation. Oui, votre honneur. Est-ce que c'est votre signature à la fin du document? Oui, votre honneur. Et avez-vous signé cela volontairement? Oui, votre honneur, je l'ai signé de mon plein gré. En signant ce formulaire, vous confirmez par écrit avoir compris et renoncé volontairement aux droits expliqués. Est-ce exact? Oui. Comprenez-vous, monsieur, que vous plaidez coupable aux 2 chefs d'accusation suivants? L'acte d'accusation 002, qui vous reproche d'avoir intentionnellement induit en erreur une enquête policière, une enquête criminelle en violation du chapitre 268, section 13b des lois générales du Massachusetts, et dans l'acte d'accusation 003. Vous plaidez coupable d'avoir, sans y être légalement autorisé par les autorités compétentes, intentionnellement transporté un corps humain ou ses restes, en violation du chapitre 272, sections 60 et 11 des lois générales du Massachusetts. Comprenez-vous cela? Oui, votre honneur. Avez-vous discuté avec vos avocats de ces 2 inculpations? Oui, votre honneur. Votre avocat vous a-t-il expliqué les éléments de chacune de ces 2 inculpations que le Commonwealth devrait prouver au-delà de tout doute raisonnable? Oui, votre honneur. Comprenez-vous chaque inculpation?
Je suis désolé. Comprenez-vous chaque inculpation? Oui, votre honneur. Avez-vous expliqué à votre cliente les éléments de chacune des deux infractions, maître? Je vais demander à l'assistante du Commonwealth, à celle qui le souhaite, de me dire quelles sont les peines maximales et minimales. Et je ne crois pas qu'il y ait de peine minimale obligatoire, mais vous pouvez me dire s'il y en a. Aucune peine minimale obligatoire, votre honneur. La peine maximale pour le chef d'accusation numéro 2 est de 10 ans, sauf en cas de crime passible de la peine capitale. Ensuite, la peine peut être majorée jusqu'à 20 ans. Pour le chef d'accusation 3, la peine maximale est de 3 ans de prison d'État. Merci, Monsieur Walsh. Avez-vous entendu les peines maximales possibles pour les chefs d'accusation que le Commonwealth vient de réciter? Oui, votre honneur. Et comprenez-vous ces chefs d'accusation potentiels maximaux, les peines? Oui. Oui, votre honneur. Comprenez-vous que j'ai le pouvoir d'imposer des peines consécutives sur les actes d'accusation? C'est-à-dire, par exemple, que la peine du deuxième acte d'accusation ne commencerait qu'après que vous ayez purgé votre peine pour le premier acte d'accusation. Oui, votre honneur. Comprenez-vous que si j'impose une période de probation, vous serez soumise aux termes et conditions imposés, y compris ne commettre aucun autre délit et vous présenter à votre agent de probation? Oui, votre honneur. Si vous êtes ensuite jugé coupable d'avoir violé une condition de votre probation, un juge pourrait vous condamner à la peine maximale prévue par la loi pour toute infraction à la probation dont vous seriez reconnu coupable. Et il serait tenu de vous condamner à toute peine minimale obligatoire exigée par la loi. Oui, votre honneur. Avez-vous compris ce que j'ai expliqué? Oui. Plaider coupable a des conséquences que je vais vous expliquer. La première concerne les tests acides désoxyribonucléiques. En plaidant coupable à ces deux chefs d'accusation, vous serez légalement tenu de fournir un échantillon de votre sang, de vos cheveux et ou de votre salive. Cet échantillon rejoindra la base de données acides désoxyribonucléiques du Massachusetts. Vous serez tenu de payer les frais de collecte, de préparation et de traitement de cet échantillon. Sauf si vous êtes déclarée indigente, ne pas respecter cette loi entraîne des sanctions pénales distinctes. Comprenez-vous? Allez, oui, votre honneur. Êtes-vous toujours disposé à plaider coupable? Oui, votre honneur. Je sais que plus tôt dans notre échange ce matin, vous m'avez dit que vous êtes né à Boston et je n'ai aucune raison d'en douter. Mais la loi m'oblige à vous donner des avertissements concernant les conséquences sur l'immigration. Et je vais vous exposer ces conséquences maintenant. Si vous n'êtes pas citoyenne des États-Unis, je vous informe par la présente que l'acceptation de votre plaidoyer de culpabilité peut entraîner votre expulsion, votre exclusion de l'admission aux États-Unis et le refus de votre demande de naturalisation, conformément aux lois fédérales. De plus, si l'infraction pour laquelle vous plaidez coupable relève du droit fédéral, qu'elle impose présomptivement votre expulsion des États-Unis et que les autorités fédérales demandent votre expulsion, il est pratiquement inévitable que cette condamnation entraîne votre expulsion, votre exclusion de l'admission aux États-Unis et ou le refus de votre demande de naturalisation, toujours en vertu de ces lois fédérales. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Oui. Votre avocate vous a-t-elle informé de ces conséquences si vous n'êtes pas citoyenne des États-Unis? Oui, votre honneur. Le comprenez-vous et voulez-vous toujours plaider coupable? Oui, votre honneur. Est-ce que la peine pour l'accusation? Numéro 2. Cela pourrait être une peine d'au moins 3 ans de prison d'État. Je vais maintenant vous donner ce qu'on appelle l'avertissement de la loi sur les récidivistes que je suis tenu de vous donner. Le voici. Si à un moment donné dans le futur, vous êtes reconnu coupable ou plaidé coupable d'une 3e infraction ou d'une infraction supplémentaire qui entre dans la catégorie des infractions couvertes par la loi, vous risquez d'être emprisonné dans une prison d'État pour la durée maximale prévue par la loi pour une 3e ou nouvelle infraction. Deuxièmement, votre peine ne pourrait pas être réduite ou suspendue. Et troisièmement, vous pourriez ne pas être éligible à la probation, à la libération conditionnelle, au travail, à la permission de sortie ou à tout aménagement de peine pour bonne conduite. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Oui, votre honneur. Et en comprenant ce que je viens de vous expliquer, en ce qui concerne ses conséquences sur la peine, êtes-vous toujours prête à plaider coupable des 2 chefs d'accusation?
Oui, votre honneur. Très bien. Je vais maintenant demander à l'adjointe du procureur de résumer les preuves qui auraient été présentées contre vous par le Commonwealth si vous étiez allé en procès. Dans cette affaire, je vous demanderai, monsieur, d'écouter attentivement, car après l'exposé de l'adjointe du procureur, je vous poserai quelques questions sur les faits. Avant d'examiner les preuves contre Brian Walsh, il faut préciser qu'il n'a pas plaidé coupable du meurtre d'Anna. À la place, il s'agissait de 2 chefs d'accusation, avoir intentionnellement transporté un corps humain en violation de la loi de l'État et avoir induit la police en erreur. Voici les preuves que les procureurs disaient avoir contre Brian si ces accusations avaient été retenues à son procès. Votre honneur au sujet du chef d'accusation 002, avoir trompé la police en violation des lois du Massachusetts. Loi terminale, chapitre 268, section 13b. Aux alentours ou entre le 1er janvier et le 8 janvier 2023. Monsieur Walsh a délibérément trompé la police pour les entraver, obstruer, retarder, empêcher et autrement interférer avec l'enquête criminelle sur la disparition et le meurtre d'Anna Walsh. Le prévenu a d'abord induit en erreur la police de Cohasset le matin du 4 janvier 2023, lorsqu'Afrier a signalé la disparition de sa femme, Anna Walsh. Il a dit à un policier de Cohasset qu'Anna Walsh avait quitté la maison du 516 Chief Justice Cushing Highway à Cohasset le matin du 1er janvier 2023 en prenant un Uber ou Lyft à l'aéroport Logan pour retourner à Washington, district de Columbia, à cause d'une urgence pro. Le prévenu a continué à tromper les policiers en multipliant de fausses déclarations sur Anna Walsh, prétendant qu'elle était vivante, partie volontairement de la résidence Walsh et en détaillant ses déplacements le 1er janvier 2023, les agents de Cohasset et de la police d'État du Massachusetts. Le prévenu a persisté dans ses fausses déclarations lors de sa rencontre avec les policiers, y compris dans la soirée du 4 janvier, le 5 janvier, le 7 janvier et le 8 janvier. En janvier 2023, la police de Cohasset comptait environ 20 agents à temps plein, dont 2 détectives. La police de Cohasset a mobilisé toutes les ressources disponibles pour tenter de retrouver Anna Walsh. Ils ont demandé l'aide d'autres services et agences. Le 6 janvier, la police de Cohasset a organisé une conférence de presse pour solliciter de l'aide pour retrouver Anna Walsh. En raison des déclarations fausses et trompeuses de l'accusé, les forces de l'ordre et les policiers ont pris de nombreuses mesures, ce qui a eu un coût financier et émotionnel important. Le service d'incendie de Cohasset a fouillé une piscine chez les Walsh. Des policiers de plusieurs agences, dont une équipe cynophile, mènent une vaste opération de ratissage autour de la résidence Walsh. Pendant Clément, la police de Washington a cherché Anna Walsh à Washington, district de Columbia, et dans le Massachusetts. Des policiers, dont la police de Cohasset, des détectives de la police d'État du Massachusetts et d'autres unités de la police d'État du Massachusetts, se sont rendus à Washington pour rechercher Anna Walsh. À la suite de la défense de fausses déclarations, la conduite de l'accusé était volontaire. Ces déclarations ont entravé, retardé et interféré avec l'enquête criminelle. Les retards ont conduit à l'incinération des bennes à ordures où l'accusé avait jeté les restes d'Anna Walsh. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas là? Nous allons traiter le chef d'accusation numéro 1 et, excusez-moi, le chef d'accusation numéro 2, puis nous passerons au chef d'accusation numéro 3. Oui, votre honneur. Très bien. Alors, monsieur Walsh, avez-vous entendu ce que l'adjoint du procureur vient de dire concernant l'exposé des faits pour l'acte d'accusation 002, détournement de la police? Votre honneur, si je puis me permettre. Monsieur Walsh est prêt à reconnaître l'exposé des faits concernant l'acte d'accusation que le gouvernement vient de lire. Et dans la mesure où il est allégué qu'il a entravé et gêné l'enquête criminelle sur la disparition d'Anna Walsh. Nous nous y opposons évidemment, et il ne reconnaît pas, et il ne plaide pas coupable de meurtre. La deuxième partie des faits que le gouvernement vient de lire, avec laquelle nous serions en désaccord, concerne la dernière phrase. Et les retards ont entraîné l'incinération du contenu des bennes à ordures dans lesquelles l'accusé avait déposé les restes d'Anna Walsh. En ce qui concerne le reste des faits, il est prêt à les admettre. Très bien, monsieur Walsh. Vous venez d'entendre ce qu'a dit Maître Porges. C'est un peu comme dans la mesure où c'est une autre façon de dire que c'est limité à cela.
Et vous avez entendu ce que votre avocat vient de dire. En comprenant ces limites telles qu'elles viennent d'être formulées par votre avocat, avez-vous fait ou rejoint d'autres personnes pour accomplir ces actes? Oui. Comprenez-vous qu'en plaidant coupable, vous admettez que les faits décrits et révisés par votre avocat sont vrais? Oui. Est-ce le cas, Flo? Oui. Monsieur Walsh, avez-vous délibérément induit en erreur plusieurs représentants des forces de l'ordre, y compris des membres du service de police de Cohasset et de la police d'État du Massachusetts, Dans l'intention d'entraver ou d'interférer avec une enquête criminelle sur la disparition d'Anna Walsh? Oui, votre honneur. Très bien. Passons à la 3e inculpation. Merci, votre honneur. Transporter intentionnellement un corps humain en violation de la loi sur les terminaux du Massachusetts relève du chapitre 273, section 71. Aux alentours ou entre le 1er janvier et le 8 janvier 2023, le prévenu Brian Walsh a intentionnellement transporté le corps d'Anna Walsh, où ses restes depuis la résidence Walsh, 516 Chief Justice Cushing Highway à Cohasset, en transportant et en se débarrassant du corps d'Anna Walsh sans licence ni autorité légale, ou de ses restes dans des bennes à ordures et ou des conteneurs à déchets dans l'est du Massachusetts. Les actes de l'accusé étaient volontaires. Anna Walsh, épouse de l'accusé et mère de leurs 3 enfants, ne lui était pas inconnue. L'accusé a cherché en ligne comment éliminer un corps, localiser des bennes à ordures et s'y est rendu. En éliminant le corps d'Anna Walsh, l'accusé a violé la loi. Merci, monsieur. Avez-vous entendu ce que le ministère public vient d'alléguer qu'il prouverait? L'affaire a été jugée concernant l'acte d'accusation numéro 3. Oui, votre honneur. Avez-vous fait cela ou rejoint d'autres personnes pour ces actes? Oui, votre honneur. Comprenez-vous qu'en plaidant coupable aujourd'hui, vous admettez les faits que l'assistante du procureur Connor vient de décrire? Oui, votre honneur. Monsieur Walsh, avez-vous effectivement, de façon intentionnelle, déplacé ou transporté le corps d'Anna Walsh ou ses restes sans y être légalement autorisé? Oui, votre honneur. Plaidez-vous maintenant coupable de ces chefs d'accusation de votre plein gré et volontairement? Oui, votre honneur. Quelqu'un vous a-t-il menacé ou forcé de plaider coupable à ces 2 chefs d'accusation? Non, votre honneur. Quelqu'un vous a-t-il promis quelque chose pour plaider coupable à ces 2 chefs d'accusation? À part les conditions de l'accord de plaidoyer dont nous avons discuté. Excusez-moi, il n'y a pas d'accord de plaidoyer. Voilà ce qui arrive quand on continue à lire le livre alors qu'on ne devrait pas. Quelqu'un vous a-t-il promis quelque chose pour plaider coupable à ces 2 chefs d'accusation? Non, votre honneur. Avez-vous eu suffisamment de temps pour discuter de vos droits, de votre affaire, de vos moyens de défense et des conséquences possibles de votre plaidoyer de culpabilité avec votre avocate? Oui, votre honneur. Et pensez-vous que Maître Tipton et Maître Porges ont agi dans votre meilleur intérêt? Qu'ils et qu'elles vous ont pleinement, équitablement et adéquatement représenté dans cette affaire? Oui. Est-ce que l'une des questions que je vous ai posées aujourd'hui vous a troublé ou embrouillé d'une quelconque manière? Non, votre honneur. Si je comprends bien, monsieur, vous plaidez coupable à ces 2 chefs d'accusation car vous le souhaitez et l'êtes. Est-ce correct? C'est exact. Maître, savez-vous, en tant qu'avocat de la défense, d'abord, connaissez-vous une raison pour laquelle je ne devrais pas accepter la déclaration de culpabilité de votre cliente? Non, votre honneur. La même question pour le ministère public. Votre honneur, je serai bref, mais nous avons parlé, mais il s'agit d'un plaidoyer non négocié avec le ministère public et nous avions quelques objections à cela. Mais ma préoccupation était de savoir où le prévenu a approuvé l'affaire sur une base factuelle. Le ministère public l'a lu ainsi. Voilà pourquoi il ne devrait pas accepter cela, et voici la seconde raison. Le 3e chef d'accusation concerne l'élimination inappropriée des restes de Madame Walsh. L'accusé a déclaré être marié lorsqu'on l'a interrogé sur son statut matrimonial, votre honneur. Alors, cela ne reflète pas fidèlement sa situation actuelle devant le tribunal, et cela pourrait invalider la plaidoirie. Et je pense qu'il doit être réinterrogé sur cette question, et je pense que s'il continue à dire qu'il était marié, il nie les faits du 3e chef d'accusation. Je vais laisser l'avocat de la défense parler à votre cliente. Votre honneur, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu, Maître Connor.
En réponse à l'une des premières questions que j'ai posées à l'accusé, je lui ai demandé s'il était marié et il a répondu que oui, il l'était. Et le ministère public soulève le point que, si cela était vrai, cela pourrait invalider la preuve de l'exhumation, qui nécessite un corps humain ou des restes. Voulez-vous en parler à votre cliente? Un instant, Votre Honneur. Monsieur Walsh, je vous ai demandé plus tôt si vous étiez marié et vous avez répondu oui. Vous vous souvenez? Oui, votre honneur. Est-il exact que vous avez été marié à Anna Walsh un certain temps? Oui, votre honneur. La loi considère que la mort met fin au mariage, même si ce n'est pas toujours vrai religieusement ou spirituellement. Mais selon la loi, quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un est décédé, vous ne pouvez plus être marié avec cette personne. Comprenez-vous cela? Oui, votre honneur. Et donc, êtes-vous marié aujourd'hui? Votre Honneur, si je puis me permettre. Comme lors des discussions précédentes, pour réussir le plaidoyer et remplir les éléments constitutifs de l'infraction. Il admet qu'il n'est pas marié légalement aujourd'hui. D'accord. Vous avez entendu ce que votre avocate vient de dire? D'accord avec ce que votre avocate vient de dire? Oui, votre honneur, je suis d'accord. Très bien. Y a-t-il autre chose que nous devons aborder? Non, votre honneur. Très bien. Dans la mesure où le Commonwealth s'oppose à l'acceptation du plaidoyer pour d'autres motifs, cette objection est rejetée. Mon rôle ici est de m'assurer que le plaidoyer est valide. Et cela signifie que la prévenue plaide coupable aux éléments que le Commonwealth devrait prouver hors de tout doute raisonnable. Et je me suis suffisamment renseignée pour m'assurer qu'il a reconnu chacun des éléments des deux chefs d'accusation, 02 et 03. Je sais donc que nous avons déjà discuté plus tôt de la question de la notification de la victime. Et je vais maintenant demander officiellement au nom du Commonwealth. Le Commonwealth a-t-il informé les victimes de cette affaire de la proposition de l'accusé de changer son plaidoyer en culpabilité? Oui, nous avons informé les victimes, votre honneur. Et d'après nos discussions précédentes, je comprends que les victimes pourraient souhaiter s'adresser à ce tribunal avant toute condamnation de l'accusé. C'est exact, votre honneur. Très bien. Et les deux parties, comme nous en avons discuté, ont convenu que nous n'allions pas procéder à la condamnation. L'accusé aujourd'hui plaide coupable au chef d'inculpation. C'est exact. C'est exact, votre honneur. Avocat Tipton Borges. Très bien. Et nous donnerons bien sûr aux victimes une occasion raisonnable de s'adresser au tribunal avant le prononcé de la sentence. Merci, votre honneur. Vous comprenez, Monsieur Walsh, qu'au moment où nous arriverons au prononcé de la sentence, la loi ne m'oblige à suivre aucune recommandation faite par le ministère public ou vos avocats. Vous comprenez cela? Oui, votre honneur. Je peux prononcer toute peine légale, y compris la peine maximale. Oui, votre honneur. Après avoir examiné la situation de Monsieur Walsh, Son casier judiciaire et les preuves du gouvernement seront examinés, ainsi que plus tard les déclarations de la victime sur la condamnation. je constate que Monsieur Walsh a rempli les conditions pour présenter un plaidoyer concernant les chefs d'accusation 2 et 3. Le nouveau ton de Brian pourrait influencer sa défense au procès alors que les procureurs l'accusent d'avoir tué et démembré sa femme Anna. Les recherches Google sur l'appareil de leur enfant ont fait de Brian le principal suspect. Je souhaite simplement décrire ses actions à partir du 1er janvier. La prévenue a déclaré que le 1er janvier, à 15 heures, il a fait quelques courses, puis il est allé chez sa mère à Swampscott. Mais il a omis certains détails parce qu'il n'avait pas son téléphone. Il a su qu'il était perdu en voyant le bateau pirate sur la route 1. L'accusé est resté 15 minutes avant d'aller à Whole Foods et CBS. La vidéosurveillance a été vérifiée et il n'est entré dans aucun de ces magasins. Le 4 janvier tout d'abord, l'accusé a fait une recherche sur Google en utilisant l'iPad de son fils. Voici quelques recherches. Rappelez-vous que l'accusé dit être parti à 6 heures du matin.
À 4h55 du matin, le 1er janvier, il a cherché combien de temps il faut avant qu'un corps commence à sentir. À 4h58 du matin, il a cherché comment empêcher un corps de se décomposer. À 5h20 du matin, il a cherché comment attacher un corps. À 5h47 du matin, 10 façons de se débarrasser d'un cadavre, si vous en avez vraiment besoin. À 6h25 du matin, le premier combien de temps faut-il qu'une personne soit portée disparue pour hériter? À 6h34 du matin, le premier, peut-on jeter des parties du corps? À 9h29 du matin, à quoi sert le formaldéhyde? À 9h34 du matin, le premier, quelle est la durée de vie de l'acide désoxyribonucléique? À 9h59 du matin, l'identification des restes de Tasha peut-elle être faite? À 11h34 du matin, démembrement et les meilleures façons de se débarrasser d'un corps. À 11h44, comment nettoyer du sang sur un plancher en bois? À 11h56, le premier luminol pour détecter le sang. À 1h08. Que se passe-t-il quand on met des parties du corps dans de l'ammoniac? À 13h21, vaut-il mieux jeter les vêtements de la scène de crime ou les laver? C'était le 1er janvier. Il y avait aussi des informations obtenues à partir du téléphone de l'accusé qui montraient que le 2 janvier, il était chez Home Goods à Norwell où il a acheté 3 lingettes. Il y a également eu d'autres recherches Google le 2 janvier à 12h45. Scie à métaux, outil idéal pour démembrer, 13h10. Peut-on accuser de meurtre son corps? À 13h14, peut-on identifier un corps avec des dents cassées? Depuis l'audience de 2023, Brian Walsh est resté incarcéré sans possibilité de caution, tandis que les procureurs ont donné plus de détails. Ainsi, Anna possédait une assurance vie de près de 3 millions de dollars au seul bénéfice de son mari. La défense de Brian soutient qu'il n'avait pas besoin de cet argent. Un autre rebondissement dans l'affaire pourrait l'avantager lors du procès. Michael Proctor, l'un des principaux enquêteurs de l'affaire Karen Read, a aussi enquêté sur Brian Walsh. Proctor a été relevé de ses fonctions après avoir envoyé des messages grossiers traitant Karen Read de cinglée et disant à sa sœur qu'il espérait que Read se suiciderait. Proctor, malgré ses émotions, a été relevé de ses fonctions après le procès nul de l'affaire Read l'été dernier. Et puis, nous savons tous que Karen a été acquittée du meurtre cet été. Les avocats de Brian Walsh ont tenté d'obtenir les courriels et messages de Michael Proctor lors de plusieurs audiences. La défense a aussi affirmé que les recherches Google utilisées comme preuve avaient été obtenues illégalement. Lors de l'audience de lundi, avant que Brian ne plaide, les procureurs ont déclaré qu'ils avaient des classeurs remplis de documents électroniques provenant d'un MacBook Pro trouvé dans la maison des Walsh et qu'ils prévoyaient de présenter ce classeur au jury comme preuve. Peut-être que l'audience de lundi a poussé Brian à changer de plaidoyer, mais ce n'est pas certain. Ce qui n'est pas clair non plus, c'est si, dans un dernier espoir, Brian prévoit de témoigner pour sa propre défense. La sélection du jury continue. On ignore quand débuteront les déclarations liminaires initialement prévues après Thanksgiving. Dès le début du procès, nous le diffuserons en direct sur notre page YouTube dédiée. Je suis Elisabeth Milner et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime.